Madame, Monsieur, bonsoir. En 27 ans, le Maroc a changé de visage. Mais a-t-on aussi changé de dimension? Eh bien, la réponse est oui. Parce qu'en 1999, le Royaume construisait des infrastructures. En 2026, il parle chaîne de valeur mondiale, souveraineté énergétique, protection sociale universelle. Le Royaume conçoit même les nouveaux corridors atlantiques et prépare une Coupe du Monde. Alors, en effet, l'enjeu était le Made in Morocco, mais aujourd'hui, c'est le Conceived, Financed and Controlled in Morocco by Morocco. C'est cela peut-être le changement d'échelle. Dans les policy papers internationaux comme nationaux, le Maroc est décrit comme un État connecteur, un pays qui profite certes de sa position géographique, mais qui est amené aussi à organiser les flux entre l'Europe, l'Afrique, l'Atlantique et demain le Sahel, où les infrastructures deviennent des instruments de puissance. Même changement de dimension dans la diplomatie, en parlant de puissance. Entre l'avancée historique sur le dossier du Sahara, l'initiative atlantique, les partenariats multilatéraux comme bilatéraux diversifiés, le Royaume essaie désormais d'influencer les contours des équilibres mondiaux. Et puis il y a une autre échelle, celle qui se mesure dans le quotidien des Marocains. Le Fonds monétaire international reconnaît un pays macroéconomiquement solide et engagé dans la généralisation de l'État social. Mais il rappelle aussi que le chômage reste élevé, notamment chez les jeunes, que les réformes devront désormais produire davantage de résultats que d'annonces. La Coupe du Monde 2030 est sûrement ce catalyseur, ce booster pour accélérer la cadence. Alors 27 ans après l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est devenu plus grand et travaille sous sa vision éclairée pour devenir différent. Nous en parlons ce soir avec mes chers invités sur le plateau. Avec nous, le professeur politologue, professeur de droit, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Également sur le plateau, il est observateur, également directeur technique et du développement de la Fédération africaine d'athlétisme. C'est Aziz Daouda, bonsoir et bienvenue à vous également. Merci de me recevoir, Khadija. Je parlais de vous en tant qu'observateur, observateur bien sûr de la sphère géopolitique, sportive, cela va de soi, mais aussi socio-économique, et vous le faites que si bien, et votre humilité n'a d'égal que votre œil très très précis, et aussi un œil précis sur l'actualité des relations internationales. Avec nous ce soir, Hafed Boutal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Messieurs, première question, si on devait rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, quel est le premier atout et le premier prérequis que le Maroc a coché pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'était fixés sous, bien sûr, la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je commencerai par vous, Mostafa Sahimi. D'abord, ce qui vient à l'esprit, évidemment, c'est quoi? C'est la stabilité du royaume. C'est extrêmement important, la stabilité et la sécurisation en interne et à l'international, dans les frontières. C'est extrêmement important quand on fait un tableau comparatif de la situation au Maroc avec des pays voisins que vous devinez, ou avec un certain nombre de pays africains, sans parler de pays arabes. Alors, ça tient à quoi, cette stabilité? Ça tient d'abord à un principe de légitimité. Il y a un socle fondamental, c'est la monarchie et l'attachement des Marocains à la monarchie. C'est fondamental. Et donc, c'est un principe de légitimité qui est là, qui prévaut, et qui est un élément de renforcement de la cohésion sociale. Cohésion sociale, oui, mais le Maroc reste un pays composite. Composite avec d'un Maroc pluriel, sur le plan géographique, culturel, etc. Malgré tout, les Marocains se retrouvent sur un référentiel, et c'est des constantes nationales, la stabilité, aussi la sécurité. Sécurité avec la mobilisation de l'appareil d'État depuis donc plus d'un quart de siècle, avec sécurité assurée par l'appareil, avec beaucoup d'efficacité, d'agilité, de prévention, et c'est reconnu international. Et puis le sentiment aussi fondamental qui intéresse la communauté nationale, c'est malgré les brouilles, malgré les postures, malgré parfois une dynamique sociale contestataire, etc., les Marocains se retrouvent sur des fondamentaux. Je crois que c'est important à relever. Et c'est un atout majeur pour le développement économique. Un atout et un prérequis. Élément de peut-être complément d'information là-dessus, c'est Aziz Daouda. Je voudrais même partir de plus loin encore. En fait, on est parti d'une époque de l'histoire du Maroc
où on ne parlait que de crise cardiaque, on appelait Sal Qalbiya. C'est qu'il y avait des prédictions pour le Maroc, mais qui étaient d'un pessimisme invraisemblable. Moi, je suis de ceux qui, malheureusement, ont vécu ça. C'est qu'à chaque fois, on nous bombardait dans certains médias, notamment français, pour ne pas les citer, où toutes les prédictions étaient d'un pessimisme invraisemblable. Et puis, voilà que 3 décennies après, c'est un autre Maroc que nous vivons, et où rien de ce qui avait été prédit par ces médias-là ne s'est réalisé, bien au contraire. Et quand on regarde les indices du pays, tous les indices de développement, ils se sont multipliés au moins par 3 pendant ces dernières 27 années. Il y en a qui se sont multipliés par 10, par 12, par 18. Vous voyez, c'est qu'en fait, le Maroc s'est lancé dans un programme de développement tout azimut, où le citoyen marocain est au cœur de toutes les politiques. Et c'est en cela que, par exemple, le PIB nominal a explosé au Maroc. Quand on regarde où on était, où c'est qu'on en est aujourd'hui, le PIB par habitant, il est passé de moins de $1 000 à 4 000 et quelques dollars, à 4 400, 4 500 $. Donc, nous n'avons que des chiffres qui, aujourd'hui, d'abord, ont contredit ce qui avait été prédit, mais qui réconfortent sur la vision que le Maroc est en train de concrétiser. Alors, la question peut sembler philosophique, mais comment le Maroc a-t-il changé d'échelle? Est-ce qu'on peut dire déjà que le Maroc a changé d'échelle? Oui. Dans quelle mesure? Il a changé de dimension. Oui. Parce que le Maroc s'est bien inscrit dans cette logique globale du temps long. On voit la restauration de vieilles nations, comme par exemple le retour de la Chine. C'est quand même le plus éloquent, l'événement le plus important de notre temps. C'est le retour de la Chine. Et justement, le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique globale de restaurer son statut. On a pu restaurer notre statut en faisant valoir l'importance stratégique du pays, mais aussi l'importance pour les pays européens, pour nos partenaires, d'un Maroc stable, bien installé dans ses constantes identitaires. Donc on reste un pays qui épouse cette globalisation, mais en restant fidèle à nos racines. Et c'est ça justement un des aspects de la diplomatie royale dès 1999, c'est les constantes du royaume, c'est-à-dire notre environnement africain, notre environnement arabo-islamique, Sa Majesté président du comité Al-Quds qui n'a cessé depuis 27 ans de défendre l'identité de cette ville sainte, son identité plurielle et aussi son identité islamique, nos rapports avec nos partenaires classiques comme l'Union européenne, les États-Unis, l'Amérique du Nord, ainsi de suite. Donc, encore une fois... On peut changer d'échelle ou de dimension, les deux se valent, sans que cela n'altère l'identité, ou l'identité plurielle du Maroc et du Marocain. Ça renforce justement l'identité plurielle du Maroc, parce qu'on sort des cadres. Si Aziz a parlé de ces regards étriqués autour du Maroc, dans le discours toujours ressassé, très pessimiste sur le Maroc. On a pu briser ces chaînes et aujourd'hui, on nous voit d'un nouveau regard. Le Maroc est vu et perçu d'un regard frais de la part de pays qui, avant, ne nous situaient pas, comme aux États-Unis, comme en Extrême-Orient, la Chine. Donc il y a un regard frais sur le Maroc et ça, c'est parce que nous avons pu redessiner les traits tout en restant fidèles à soi-même. Il y a une différence de nature, me semble-t-il, entre la dimension que vous avez évoquée et l'échelle. La dimension, c'est un périmètre qui est plus large. On va y revenir, tout ce qui a été fait dans un certain nombre de secteurs économiques et autres, etc. L'échelle, c'est vertical, c'est-à-dire c'est l'accès étudié par étapes à des modes de production et d'industrialisation et à des chaînes de valeur internationales. Et sur ce plan-là, je crois que c'est extrêmement important. Pourquoi ça a été fait? Parce qu'il y a eu, dès le début du règne, une vision de politique et démocratique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Commençons par ça, parce que nous sommes en année électorale. Cela va peut-être être de circonstances. Je vais l'évoquer. Une vision démocratique, c'est d'abord la purge qui a été faite d'un certain nombre de dossiers du passé, d'important, l'instance équité, réconciliation, tout ce qui a été fait, etc. Et ensuite, le fait qu'il y avait un projet démocratique qui était défini dès les premiers discours du nouveau souverain
Sa Majesté Mohamed VI. C'est important, discours du 30 juillet, discours du 20 août et discours d'octobre de 99 devant le Parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, c'est important, il y a ce discours du 9 octobre qu'il avait fait à Casablanca, 9 octobre 99, devant les élus de Casablanca, à propos de l'État. Et il avait dit il faut plus servir, il faut servir les citoyens, et avait été mis en avant à cette occasion le nouveau concept d'autorité. C'est-à-dire 3 mois après son intronisation, il y avait dans la pensée royale et dans sa volonté l'idée de réarticuler autrement les rapports entre les citoyens et l'État. Projet démocratique aussi qui tient au respect de l'agenda. C'est un pays qui respecte les agendas électoraux. Il n'y a pas d'état d'exception, alors qu'il y a des situations qui étaient particulières. Il y en a au moins 2 que je relève de mémoire. L'attentat du 16 mai 2003 à Casablanca avec une quarantaine de victimes justifiait constitutionnellement et politiquement la proclamation d'un état d'exception. Pour faire face à une menace majeure, il y avait plus de 43 morts. Autre situation aussi qui pouvait nécessiter un état d'urgence, c'est de 2021 avec la pandémie de Covid. 2020. 2020, c'était 2020. Et d'ailleurs, un certain nombre de partis politiques avaient fait des démarches pour demander le report des élections, estimant que les conditions n'étaient pas réunies du fait du confinement. Il y a ensuite l'agenda. Elles se sont bien tenues en 2021. Tout à fait. Septembre 2021. Pourquoi? C'est pas parce que le souverain tenait à ceci, faire la preuve que notre système représentatif et notre démocratie pouvaient faire face à des situations pareilles. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'une démocratie aseptisée, à la modèle danois ou modèle suisse. Il veut une démocratie qui se renforce dans l'épreuve précisément et qui est capable de faire face. Et puis, il y a aussi l'ouverture des espaces démocratiques. Les espaces démocratiques, c'est les radios libres, c'est tout ce qui a été fait en faveur de la liberté d'expression, c'est tout ce qui a été fait pour les aides apportées aux partis politiques, aux associations, et la prise en compte de ce potentiel exceptionnel de la société civile. Jamais la société civile n'a été autant valorisée et considérée que sous le règne de Mohamed VI. Absolument, et puis on en voit aussi les résultats quand il s'agit de classements internationaux. Là, vous avez parlé de stabilité, il y a aussi cette stabilité politique qui rentre en jeu. Moi, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de ce shift entre les infrastructures et l'influence économique. Hafid Boutaleb. Oui, et bien justement, c'est ce dont on disait, c'est que les réformes qui ont eu lieu, le pays connaît une transformation qui va au-delà des réformes classiques. Ce n'était pas que des réformes menées pour complaire un agenda électoral, ça allait au-delà. Par exemple, un projet comme le TGV, il y a eu tout un débat national. Certains pointaient du doigt que ce projet n'était peut-être pas en phase avec les objectifs du Maroc. Eh bien, c'était un pari sur l'avenir, puisque aujourd'hui, quiconque qui emprunte cet outil de transport constate qu'il est toujours plein. C'est toujours réservé par les utilisateurs. Et donc, c'est exactement le même exemple pour le projet de Dakhla Atlantique, avec un pari sur l'avenir, sur notre relation avec les pays du Sahel. Et aujourd'hui, on a anticipé, aujourd'hui on voit que les pays du Sahel rejoignent ce pari-là et souhaitent que les objectifs soient atteints, le désenclavement du Sahel, ainsi de suite. Donc, ce sont des réformes qui dépassent les réformes classiques. Elles sont là en ligne avec une ambition pour le royaume, une ambition que seul un patriote comme Sa Majesté peut porter. Ce ne sont pas des organisations internationales où, même si des pays partenaires nous veulent du bien, ils ne nous voudront pas du bien autant que Sa Majesté Mohamed VI, qui est le premier des patriotes. Et donc là-dessus, c'est cette vision-là de faire confiance à ce pays, à son pays, de lui vouloir le mieux, qui est aujourd'hui partagé par tous les Marocains, que l'on constate, et on peut voir les résultats sur le terrain, ce sont des résultats. Alors vous parlez tout à l'heure du PIB. Aujourd'hui même, le PIB par habitant du Maroc dépasse les $5 000. Et pour un pays non exportateur de gaz et de pétrole, nous avons en réalité un PIB sous-estimé. Et dans les prochaines années, le PIB va augmenter crescendo, exponentiellement. Mais de toute façon, déjà, au-delà de $5 000, on a passé un cap. Oui, mais il faudrait aussi maîtriser
un aspect en particulier, celui du capital humain. Il y a eu aussi du changement dans le capital humain. C'est intéressant de voir, si Srimi l'a rappelé. Il faut de temps en temps regarder dans le rétroviseur, de voir d'où l'on vient. Il y a un... Alors, parlons d'abord du progrès dans le capital humain. D'ailleurs, l'humain, vous l'avez rappelé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hafid Boutaleb, l'humain était au centre depuis le début du règne de Sa Majesté. C'était le centre de sa vision, que ce soit économique, socio-économique, voire même diplomatique. L'humain est au centre. Alors oui, il y a eu un progrès depuis 1999 sur le développement, sur la transformation du capital humain. D'abord, un rappel du progrès, puis aussi comment transformer désormais davantage ce volet capital humain dans sa productivité et aussi dans l'état social. Je vous donne 2 chiffres, madame. Le premier, c'est qu'on est passé entre 1999 et aujourd'hui de quasiment 250 000, 300 000 étudiants à plus d'1,5 million d'étudiants, ce qui est énorme. Le nombre d'universités qui ont été ouvertes, le nombre d'instituts supérieurs, le nombre de cadres que nous formons annuellement est tout simplement énorme. Nous avons gagné 7 années d'espérance de vie. C'est pour vous dire tous les progrès que nous avons réalisés sur le plan économique, parce que c'est l'économie qui impacte justement cela. C'est parce que les revenus sont meilleurs, les gens sont mieux nourris. C'est parce qu'on a fait beaucoup de progrès en matière de santé. Aujourd'hui, la couverture est quasiment de 97% de la population. Donc, c'est des citoyens mieux soignés, qui sont mieux accompagnés sur le plan médical, etc., et qui vivent mieux, et qui vivent plus. Vous voyez ? Mais en fait, vous avez parlé tout à l'heure vous avez prononcé le mot philosophie. Vous savez, l'histoire récente du Maroc, on peut la diviser, la compartimenter en 3, si vous voulez. Il y a eu le règne Mohamed el-Khamis. C'était le règne de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on était fiers d'être tout simplement indépendants. Et puis il y a eu le règne de Feu Hassan II, où on a eu une fierté à reconstruire un État-nation. Et aujourd'hui, on est en train de reconstruire l'État-civilisation que nous avons toujours été. Vous voyez, c'est pour vous dire que ce qui se passe à l'intérieur du Maroc, les chiffres dont nous parlons, ce que nous sommes en train d'évoquer comme progrès réalisé dans tous les domaines, pratiquement, il n'y en a pas un seul qui a été laissé pour compte, ont un impact sur nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, le Maroc est connu pour être un État-civilisation. Notre façon de nous habiller, notre façon de parler, notre musique, ce que nous sommes. Et nous l'avons constaté encore une fois, il y a moins d'1 mois aujourd'hui aux États-Unis avec la Coupe du Monde. Tellement nous sommes appréciés. En fait, nous ne sommes pas appréciés parce que nous sommes beaux. Nous sommes appréciés parce que nous impactons la civilisation de manière très positive. De manière très positive. Ce que nous faisons en Afrique, avec nos frères africains, impacte l'Afrique. Et les Africains le ressentent. Vous savez, quand vous vous adressez aux Africains et que vous parlez agriculture, que vous parlez engrais, que vous parlez électrification, que vous parlez gaz, c'est des éléments constitutifs du développement pour ces contrées-là. Et les gens sont sensibles à cet effort-là, et sans conditions préalables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions politiques, on ne se comporte pas comme se comportaient d'autres pays auparavant ou d'autres puissances auparavant. Et nous ne revendiquons pas la puissance. Nous ne disons pas que nous sommes une puissance. Nous ne sommes pas une puissance. Nous sommes un pays en devenir qui est en train de progresser. On peut dire qu'on est une puissance en devenir, si effectivement on coche encore les cases qui restent. C'est même pas la peine. Régionale. Non, c'est même pas la peine de le prononcer parce qu'en fait, ça s'impose. Oui. Ça s'impose, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que quand vous allez dans les différentes cliniques du Maroc et différents hôpitaux et que vous rencontrez des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de subsahariens, d'Africains, de nos amis et frères africains qui viennent se soigner au Maroc, c'est de la civilisation. Oui. Oui, c'est intéressant. Hein. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce concept d'état civilisationnel. Mustafa Srimi. Écoutez, c'est discutable, cette notion est discutable parce que si je reprends cette notion, l'Inde est un état civilisation, Oui. mais ça n'aide pas à la compréhension parce qu'il y a des paramètres particuliers qui sont propres au Maroc. L'idée d'état-civilisation mérite d'être éclairée davantage. Pourquoi donc ?
Pourquoi? Parce Alors, que... éclairer nos lanternes. Non, je vais essayer. Parce que ça voudrait dire que dans le périmètre millénaire des civilisations, multimillénaires, nous avons une place particulière. Nous n'avons pas une place particulière, nous avons une identité singulière. Le Maroc a une identité singulière dans ce périmètre-là civilisationnel. Et alors, ce qu'il apporte, évidemment, c'est un certain nombre de choses nouvelles, notamment sa lecture de l'islam. Ça, c'est ce que ça distingue. C'est pour ça que je parle d'identité singulière. C'est également la cohabitation, un message de paix. La politique du Maroc est une politique de paix. Une politique de paix dans la région, partout, etc. Le Maroc n'a jamais agressé un pays dans son histoire. Et c'est ça. Donc, je vous propose une lecture plus minimale de l'État-civilisation. L'État-civilisation me paraît un peu grandiose. Je sais bien qu'on peut en débattre, mais c'est un sujet. Ce que je voudrais retenir par ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan des 27 ans de Rennes. Le bilan économique, on va en parler sûrement, etc. Ce qui a été fait, il y a un bilan politique et démocratique. Il y a eu, en marche forcée, une transition démocratique. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Depuis 27 ans, il y a eu un certain nombre de situations particulières, etc., d'avancées, de recul, de cafouillage parfois, de mesures qui n'étaient pas toujours justifiées. Mais globalement, il y a un cap, il y a un bilan qui est politique et démocratique. Deuxième bilan fondamental, je crois, et ça c'est un grand marqueur aussi du règne de Mohamed VI, c'est un État social. C'est quand même, à mes yeux, moi, c'est le plus grand chantier de règne, indépendamment de ce qui a été fait sur le développement, etc. Pourquoi? Parce que ça touche les populations. Les chantiers d'infrastructure que vous avez évoqués, oui, bien sûr, mais leur retombée pour ce qui est des conditions de vie des citoyens reste discutable. Je vous renvoie... Oui, ça fait travailler, pas tous. Ce qu'a dit Walid Maghrib, ce qu'a dit Walid Maghrib est intéressant. Il a dit, bien sûr, les grands chantiers d'infrastructure, tout ça, etc., politique d'investissement, mais il y a le ressenti des citoyens. Mais ça, c'est pour le bilan de juste pour contextualiser aussi pour nos téléspectateurs, Monsieur Walid de Banque Maghrib a présenté devant Sa Majesté le roi Mohamed VI, comme c'est une tradition chaque année, le bilan annuel de notre économie pour l'exercice de 2025. Oui. Qui a effectivement connu un taux de chômage inédit de plus de 13%. C'était déjà le cas en 2024 et 2023, etc. Justement, alors c'est pour ça qu'il faut maintenant peut-être réussir la phase la plus difficile. En parlant de capital humain, c'est aussi c'est-à-dire que ce soit aussi généralisé, puisqu'on parle de généralisation de protection sociale, que effectivement le souverain a appelé de ses voeux le gouvernement à agir pour que ce ruissellement puisse toucher tout le monde, qu'il n'y ait pas de Maroc à deux vitesses. Mais je ne suis pas en désaccord avec vous. Non, dans le bilan social, évidemment, c'est la prise en compte de quoi? Du capital humain, c'est-à-dire que les conditions de vie, de travail des citoyens soient améliorées. Ça, il nous reste encore beaucoup à faire. Mais pour autant, le bilan est intéressant. Vous savez quand même, ce bilan social, c'est 52 milliards de dirhams par an. C'est extrêmement important, c'est une charge extrêmement importante. L'AMO, c'est 10 milliards de dirhams par an. Les aides sociales directes aussi, c'est 10 milliards de dirhams. Avec 4 millions de foyers ciblés et 12 millions de bénéficiaires, aucun pays dans la région, ni dans le continent, ni dans le monde arabe, n'a une telle politique sociale. Et je crois que c'est extrêmement important. Pour moi, c'est le grand marqueur, si je devais sélectionner, le grand marqueur du règne de Mohamed VI, c'est l'État social qui est encore à consolider, évidemment, dans les années à venir. Alors justement, pourquoi un État stratège fait de l'État social, de la généralisation de la protection sociale, autre chose qu'une réforme administrative, par exemple? Écoutez, moi je pense que je retiens un peu de ce qu'a dit Seymi, et pour répondre à votre question, il y a aussi une problématique de ressenti de la population, c'est clair. Mais il y a aussi un manque de volontarisme d'une certaine population, c'est aussi très clair. Ah oui. Aujourd'hui, quand on vous dit que le Maroc manque de main-d'œuvre en agriculture alors qu'on a 13% de chômeurs, ça interpelle.
Quand on vous dit que dans certains secteurs, notamment dans la région de Tanger aujourd'hui avec le câblage, etc., et qu'il y a des problèmes, ça interpelle. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'État, il faut aussi que la population se prenne en charge et qu'elle soit responsabilisée. Nous avons des jeunes qui n'ont pas de travail, qui officiellement sont classés ou sont recensés chômeurs, alors qu'il y a du travail par ailleurs, mais qui ne veulent pas exercer, des métiers qu'ils ne veulent pas, où ils ne veulent pas travailler. Mais il y a aussi, le chiffre a beaucoup bougé quand on a commencé la couverture sociale. Aujourd'hui, il est connu que beaucoup de gens qui travaillent demandent même à leur employeur de ne pas les inscrire à la CNSS, etc., parce qu'ils préfèrent ne pas être inscrits, avoir un salaire et en même temps bénéficier de l'aide de l'État. C'est pour ça que je dis un État stratège fait de la généralisation de la protection sociale autre chose qu'une réforme administrative, parce qu'il la cible, parce qu'elle connaît ceux qui doivent être ciblés, qui doivent être protégés, qui doivent être aidés, littéralement. C'est cette capacité publique de l'État. Exactement, c'est à ça que je veux en venir. C'est-à-dire que le système a été mis en place, il faut maintenant le peaufiner de façon à ce qu'il n'y ait pas d'abord de triche et de fraude, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Exact. Pour arrêter ça. Et c'est en ça que je parle de volontarisme de la société aussi. Il faut que le citoyen marocain qui se prenne en charge, mais de manière honnête aussi, pour certaines catégories sociales, où la malhonnêteté, la triche, la fraude, le ceci... Oui, mais après, c'est humain. Quand il y a c'est comme... Écoutez, c'est humain, mais ça n'est pas normal. Est-ce que c'est un problème? Et là, la question, encore une fois, est philosophique. Est-ce que la problématique, elle est du système ou là du citoyen? Non, en fait, le système permet ça. Ça se passe aussi dans plusieurs... Voilà. Le système permet ça. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, je crois qu'il est temps de peaufiner le système de manière à limiter le maximum de fraude possible. Ça n'est pas particulier au Maroc. Quand vous allez en France, en Hollande, etc., il y a des tas de gens qui fraudent avec le système social parce qu'il y a moyen de les dribbler et puis de recevoir un pécule alors qu'on ne le mérite pas. Exact. Vous voyez? Donc, en fait, il s'agit de trouver, et c'est en cela qu'il faut aussi... avoir une pensée beaucoup plus libérée des systèmes occidentaux et de penser à quelque chose de très pratique au Maroc qui soit issu de la façon dont nous réfléchissons, de notre façon d'être, parce que nous avons un certain particularisme, de façon à ne pas copier exactement ce qui s'est passé ailleurs comme solution, mais bien évidemment s'en inspirer, mais trouver des solutions qui soient inspirées de ce que nous sommes véritablement. Oui. Parce que aujourd'hui, quand on parle de 13% de chômeurs, mais dans la rue, on ne vaut pas 13% de chômeurs. Il y a beaucoup d'informels. Voilà. C'est-à-dire parce qu'on parle de 13% on parle de la population active, mais même dans ces 13%, est-ce qu'on compte l'informel qui représente, on n'a pas les chiffres exacts, mais une grosse proportion. Oui. Mais cette grosse proportion, si le système et l'administration doit jouer un rôle, et le législateur aussi doit jouer un rôle dans ce sens, leur permettait d'être réguliers, ils le seraient. Mais quand vous voulez imposer à tous les Marocains, dans toutes les régions, sur tous les métiers, les mêmes critères, administratifs, fiscaux, etc., vous créez des difficultés à des gens qui ne peuvent pas s'inscrire dans cette logique-là. Donc, c'est en cela que la régionalisation peut être aidée. L'exécution locale, la coordination. Plus de flexibilité dans certaines actions de l'administration. Et la redevabilité aussi, puisque nous sommes en année électorale. Mais sur cette question d'État social et des investissements dans des infrastructures, ce qu'il faut souligner, c'est que le vrai changement depuis 1999, c'est les moyens dont dispose l'État. Quand Mohamed VI arrive, Sa Majesté Mohamed VI arrive aux affaires en 1999, et il a un État qui ne rapporte que 100 milliards de dirhams par an. À peu près, le budget national n'est que de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, le budget de l'État dépasse les 600 milliards. Le Maroc exportait à peu près 8 à 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'entreprise Maroc rapporte presque 100 milliards de dollars par an. Donc les moyens sont beaucoup plus importants. C'était ça le challenge, parce que vous avez parlé de secteur Kalbia, c'était ça le cœur du secteur Kalbia. Ça ne marchait pas, les finances ne suivaient pas. Le Maroc avait un aura auprès de ses partenaires, auprès de ses pays amis, alliés, etc. Mais la réalité sur le terrain était loin de cette aura. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain se rapproche de l'aura historique du Maroc et que nous sommes en train de restaurer notre rang parce qu'on a réussi ce challenge, celui de considérablement augmenter les moyens de l'État. Et c'est un pari qui a été réussi et
ça va en augmentant. Et je pense que là-dessus, c'est un des principaux acquis du règne de Sa Majesté Mohamed VI, c'est d'avoir pu faire du Maroc une entreprise rentable. Et on le voit chaque fois que le Maroc sort pour emprunter sur des marchés internationaux, par rapport à des pays voisins pourtant beaucoup mieux pourvus en ressources naturelles, etc. On est une entreprise rentable et un État social qui fonctionne. Parce que c'est vrai que dire entreprise, ça pose un peu, ça soulève certaines interrogations, mais pourquoi pas. Sur le volet financier strictement parlant, c'est une entreprise rentable. Maintenant, une entreprise qui développe tout un segment social. Le premier pays industriel du continent. Donc, voilà. Absolument, Exactement. absolument. Mustapha Sahimi, vous avez certainement un commentaire avant qu'on passe aussi à une autre problématique qui a été gérée avec brio et sur laquelle le Maroc est toujours en train de travailler, bien sûr sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il s'agit du stress hydrique. Ce n'est plus un aléa conjoncturel, c'est aujourd'hui quelque chose avec laquelle le Maroc apprend à cohabiter avec ce stress hydrique, comment le Maroc se prépare justement à cette transformation de ce qui était un aléa climatique et qui s'installe comme quelque chose de beaucoup plus durable à cause des changements climatiques et autres éléments naturels. Oui, il faut relever que vous voulez que j'intervienne sur le stress hydrique? Oui. Bien sûr. Alors, sur le stress hydrique... Après, si vous avez un autre commentaire sur ce qui a été développé par nos chers Il faut invités. relever d'abord que ce n'était pas une question prioritaire. Voilà, l'histoire du Maroc indépendant témoigne. On a eu des années de sécheresse dans les années 80, mais évidemment, l'économie a pâti de ça, la société aussi, etc. Mais il n'y avait pas une stratégie. Nous avons eu ensuite, avec le nouveau règne, 7 années de sécheresse. Consécutives, parce qu'on a eu des années de sécheresse ces 27 dernières années. Etc. Et donc, la nécessité s'est imposée d'apporter une réponse stratégique à cette situation qui était particulièrement préoccupante. C'est la politique du souverain. La politique du souverain qui donc a décidé d'apporter un certain nombre de réformes pour ce qui est de la possibilité de juguler au moins partiellement ce stress hydrique, avec donc des unités de dessalement, c'est extrêmement important. Oui, il faut le dire, des unités de dessalement, notamment à Casablanca, ailleurs, etc. C'est la plus grande puis d'Afrique. une politique aussi de généralisation et d'accélération de construction de barrages. Il y a des dizaines de nouveaux barrages qui ont été construits. Et puis aussi le fait que, parallèlement à ça, il y a eu une politique énergétique. Il y a une liaison entre la situation hydraulique et puis la nécessité aussi de mobiliser, de diversifier les sources d'énergie, notamment avec les énergies vertes. Et un seuil a été fixé il y a quelques années. Le souverain avait dit qu'on doit arriver en 2030 à 52% de consommation énergétique venant donc des énergies renouvelables. C'est en bonne voie, je crois que c'est des grands chantiers. J'ajoute aussi, en liaison avec d'autres points, c'est le choix qui a été fait dès le début des années 2000, de 2004, 2005, etc., en particulier pour ce qui est des grands métiers mondiaux. C'est fondamental alors que c'était méconnu auparavant, notamment pour ce qui est de l'aéronautique, qui est un secteur maintenant qui est un secteur de premier plan dans la balance des paiements et des exportations. Également l'automobile, on a 1 million de voitures aujourd'hui. Ah oui, presque 1 million de voitures. Exportées. Donc ça a démarré, et notamment aussi l'offshoring. Donc il y a eu de l'innovation. Il y a eu une volonté de trouver autre chose. Mais il faut aussi maintenant passer à la maîtrise de cette innovation. Il faut maintenant commencer à occuper le centre de décision, de recherche, de conception pour que ça reste dans le royaume. Vous avez raison, c'est le problème de la nature et de la dimension du modèle économique qui est maintenant pratiqué. Nous avons des interrogations pour ce qui est de ce modèle économique. Pourquoi ? Parce qu'il est construit essentiellement sur l'export et pas toujours forcément sur la valorisation de l'économie interne. Oui. Et ça fait partie des groupes, notamment dans le secteur agricole, où notre politique et notre stratégie dans l'agriculture a été tournée vers les cultures d'exportation, avec cet inconvénient majeur de l'utilisation des ressources hydriques. Il faut 1000 litres, pour faire 1 kilo d'avocat ou 1 kilo de fraises. Ce qui est important aussi à relever, je m'arrête sur cette date, sur cette échéance de 2030. Le 2030, le Maroc s'apprête à co-organiser cette Coupe du Monde
avec les voisins espagnols, je veux dire français, espagnols et portugais. C'est en soi aussi un gage de confiance, non seulement de la FIFA envers les infrastructures marocaines et la capacité du Maroc à organiser un tel événement, mais aussi un gage de confiance entre le Maroc et son voisinage direct. Si Aziz Daouda. Vous le dites très bien, Lella. C'est qu'en fait, on l'a souvent répété sur ce plateau, c'est que la Coupe du Monde a toujours été un projet accélérateur pour le Maroc. C'est une façon d'accélérer son développement et de se donner une date fixe où il devait mettre à niveau pratiquement la quasi-totalité des secteurs de la vie. Et en cela, nous sommes aujourd'hui, on peut dire que nous sommes même en avance. Nous avons, si la Coupe du Monde devait avoir lieu en 2027, le Maroc est capable de la faire en 2027. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre 2030. Mais on s'imagine aussi tout ce qui est en train qui va se faire d'ici à 2030 et qui va nous faire vivre un autre Maroc. La toute jeune CAN que nous avons organisée nous a fait gagner quasiment 10 années de développement que nous avons réalisé en 2 années. Exact. Vous voyez, donc cette accélération est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où le pays produit plus, produit mieux et fait de meilleures rentrées fiscales aussi. Et, vous savez, la fiscalité du Maroc a quasiment triplé depuis le règne de Sa Majesté, sinon plus. Mais la question de la Coupe du Monde, et là je rejoins encore ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà justement de l'organisation des compétitions, est en train de replacer le Maroc dans son histoire, dans la région. De replacer, pas que le Maroc, de replacer également l'Espagne. Aujourd'hui, les Espagnols se rendent compte, par exemple, qu'effectivement, on a eu quand même quelques siècles de vue commune. Et qu'il nous a impactés comme nous les avons impactés, que nous vivons des choses qui sont exactement les mêmes, avec peut-être 2 langues différentes, avec peut-être 2 religions différentes, mais exactement les mêmes. Cette relation d'égal à égal aussi. Oui, effectivement, c'est ce que... C'est là où il y a le changement d'échelle, parce qu'on parle de changement d'échelle. Justement, c'est pour cela que je parle d'état-civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous faisons, qui semble être des choses faites pour nous, sont en fait en train d'impacter à l'extérieur. Exact. Et ce qu'on attend avec cette Coupe du Monde, c'est de concrétiser justement cet état de fait, parce que des milliards de téléspectateurs et des millions de visiteurs vont se rendre compte de ce qu'est véritablement le Maroc. Et tout ce dont nous sommes en train de parler, malheureusement, le déficit qu'on a en termes de narratif fait que ça n'est pas très connu partout là où on va. Parce que malheureusement, notre narratif est en deçà de ce qu'il devait être. C'est un des secteurs où il va falloir travailler, parce qu'il est resté en deçà des réalisations du pays. Mais cette Coupe du Monde, si on s'y met maintenant, si on travaille aussi sur notre narratif, sur comment nous présenter nous-mêmes, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes contents quand un touriste passe, je ne sais pas, moi, Jemaa el-Fna, et qu'on lui tende un micro et qu'il dise « oui, le Maroc est beau ». Et on attend que ce soit les autres qui disent que le Maroc est beau, on attend que ce soit les autres qui disent que le Maroc a progressé, on attend que ce sont les autres qui disent « ah, mais le Maroc est très propre ». Et puis c'est là qu'on découvre qu'on a des villes véritablement très propres. Mais la production audiovisuelle, la production cinématographique, n'accompagne pas ce développement. Oui. Quand vous regardez le cinéma national, c'est beaucoup plus des problèmes sociaux, effectivement, qui existent. Mais ça n'est pas ça le Maroc. C'est pas l'histoire, par exemple. Voilà, c'est pas l'histoire, c'est pas le développement, c'est pas. C'est-à-dire, quand on va faire, une chaîne quelconque va venir faire un reportage sur le Maroc, comme par hasard à 10h du matin, il y a le Moudden. Comme par hasard, regardez tous les documentaires, il y a le Moudden est toujours présent, à toutes les heures. Cliché, vous voyez, voilà, c'est parce qu'en fait, ils ont une idée de ce que nous sommes et ils veulent la consacrer, qu'elle reste là et qu'elle ne bouge pas. Vous voyez, alors c'est à nous de faire bouger justement les choses et à nous de travailler sur ça. Edouard Saïd appelle ça l'orientalisme. L'orientalisme, oui. On est victime de l'orientalisme et justement on arrive à casser quand même. C'est vrai qu'il y a un retard dans le narratif, je partage totalement votre analyse, mais quand même on arrive à casser les images et à renvoyer l'image la plus juste de Nous avons 3 années pour le faire et bien faire. Oui, c'est vrai. Sur un autre plan, si vous le permettez, cette question... Qu'est-ce qui explique que le Maroc ait été éligible à l'organisation de la Coupe du Monde? C'est ça le grand acquis. C'est l'acquis d'une politique de 2 décennies, puisque ça avait été quelques années. C'est important. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a postulé plusieurs fois pour la Coupe du Monde, vous le savez, mais c'était des candidatures symboliques. Le Maroc n'était pas équipé, mais ça permettait d'entretenir la flamme.
Nous sommes éligibles maintenant à la Coupe du Monde parce que nous avons atteint un certain niveau de développement, parce qu'il y a une stabilité institutionnelle, il y a une sécurité. Et oui, c'est des éléments qui sont pris en charge, qui ne sont pas forcément dans le cahier de charge de la FIFA, mais qui sont implicites. Deuxième élément, tant mieux cette Coupe du Monde, parce que nous ne travaillons mieux que sous la contrainte d'un agenda. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes, même dans la vie personnelle, individuelle. On travaille plus quand on a un agenda et des choses à faire. Et oui, une échéance, que de dire on verra les partout. C'est-à-dire que aussi il y a eu cet appel du souverain lors d'un précédent discours du trône sur ce Maroc à deux vitesses, sur la répartition territoriale équitable de la richesse, quand on voit qu'effectivement il y a ces taxes. Ça fait partie du bilan. C'est-à-dire Maroc à deux vitesses, notamment un monde qui exclut le Maroc des territoires. Et c'est extrêmement important, et ça, c'est une orientation stratégique. Et oui, des régions particulières, montagneuses, rurales, enclavées, etc. Et ça fait partie des grands défis, des stratégies, des politiques publiques dans les années à venir. Dans la prochaine décennie, quel nouveau changement d'échelle pour la prochaine décennie, messieurs? Parce qu'on n'a pas su répartir peut-être l'effort sur toutes les régions, mais pas que ça. C'est que vous avez aujourd'hui des régions, je vais parler d'une région que je connais très bien, enfin la région appelée aujourd'hui Draït Safilal. Heureusement que dans les prochains mois, cela va changer. Cette région est considérée être le parent pauvre de tout au Maroc, en termes de santé, en termes d'économie, d'infrastructures, etc. Les premiers vols qui ont été annulés avec la montée des prix du baril, c'était... Voilà, le premier réflexe... Exactement, c'était le vol sur Rachidia. Premier réflexe, c'est dire. Arrêter ces vols. Effectivement. Alors, mais qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est que c'est une région extrêmement riche, qui est bien exploitée, mais dont la richesse est comptabilisée ailleurs, pas dans la région. Vous voyez, quand vous avez une entreprise domiciliée à Casablanca qui exploite des minerais là-bas, eh ben, elle est comptabilisée à Casablanca. Et elle ne laisse quasiment rien sur place, sinon de petits salaires, enfin la main-d'œuvre, enfin les petites choses. C'est qu'en fait, on n'a pas su imposer une façon d'agir, notamment pour l'industrie, pour ceci, pour cela. Parce que quand vous prenez un produit et que vous le ramenez de ces régions-là jusqu'à Casablanca pour le manufacturer, pourquoi ne pas le faire sur place? Effectivement. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est un héritage de la période coloniale, de la période du protectorat. C'est qu'à l'époque, c'était comme ça. Tout était ramené vers Casablanca, tout était ramené vers les grandes agglomérations. On appelle le poumon. Voilà, vers le Maroc. Le poumon économique du pays. Alors qu'il y a peut-être des décisions administratives qui ne sont pas budgétivores, qui ne demandent pas de budget et qui pourraient justement relocaliser de l'industrie, relocaliser du travail, des services, etc. dans ces régions-là et très vite en faire des régions qui pourraient tirer davantage le développement du Maroc vers le haut. Et puisque vous avez parlé d'échéanciers, il y a certes la Coupe du Monde, il y a aussi le plan d'autonomie des provinces. Ça arrive. Comment ce plan-là, d'abord, va changer la donne pour la régionalisation avancée et aussi un gage aussi d'engagement du Maroc envers la communauté internationale sur le règlement définitif de ce différend sur le Sahara. Hafed Boutaleb. Oui, alors d'abord, ce plan va réinventer la gouvernance locale au Maroc parce qu'on sera obligé d'innover pour pouvoir d'abord... il y a des négociations aussi, mais on sera obligé d'innover pour pouvoir l'asseoir et pour pouvoir solder ce différend artificiel qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Mais c'est justement aussi pour les Nations Unies une occasion d'explorer une nouvelle méthode de résolution de conflits. C'est qu'au-delà de régler ce conflit artificiel, dont on peut se féliciter quand même qu'en 27 ans de règne, Sa Majesté soit restée droit dans ses bottes sur l'intégrité territoriale du Maroc et ait pu apporter une pierre à l'édifice onusien, justement, ce sera aussi un projet qui pourrait être répliqué dans des régions voisines. On sait qu'il y a une instabilité dans le Sahel, qu'il y a des minorités là, dans ces régions-là. Au-delà du simple cadre idéologique du tracé frontalier, il y a des réalités humaines aujourd'hui qui demandent à ce que l'on s'y penche. Il y a aussi les Touaregs en Algérie, puisque rappelons que l'essentiel des ressources d'Alger viennent de ce territoire-là. Pourtant, il y a une véritable différence humaine. Ce ne sont pas les mêmes ethnies qui y habitent. L'Algérie est ce qu'elle est. On respecte l'intégrité territoriale de l'Algérie. Bien sûr, on attend que l'Algérie fasse de même, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais là-dessus,
il y a des problèmes et il y a une possibilité pour ce pays de, au lieu de bloquer, au contraire s'inspirer du modèle marocain pour l'autonomie, c'est de la répliquer en Kabylie, essayer de la répliquer dans ces territoires touaregs pour que l'Algérie puisse rester solide. Parce qu'on sait que Sa Majesté aussi appelle tant la main vers ce pays. Pas une, pas deux fois, et à l'occasion de la fête du trône aussi, rappelons-le, très souvent. Précédentes années, lors du discours du trône, le souverain ne cesse de tendre la main, comme vous dites, à très juste titre. Pour le Maghreb aussi, pour que cette option qui est inscrite dans notre Constitution, il faut le rappeler, c'est un choix stratégique, mais c'est un choix aussi qui s'inscrit maintenant plus globalement avec le Sahel, parce qu'on ne peut pas exclure le Sahel, justement. C'est un Maghreb-Sahel qui se construira, et ce Maghreb qui connaît toute cette instabilité peut s'inspirer de ce plan d'autonomie pour donner, associer le maximum, être inclusif au maximum pour pouvoir résoudre les conflits. Donc ça, ce sont des challenges, des défis sur lesquels nous avançons, mais nous avançons très bien, on est droit dans nos constantes, et puis les Nations Unies et la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, sont là pour accompagner à la résolution pacifique et définitive de ce conflit artificiel. Mostafa Sahimi, un dernier mot justement, et finissons sur notre cause nationale. Dans les 27 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI, c'est aussi l'action diplomatique qui a été menée par le royaume depuis plus de 2 décennies et demie. Notamment pour ce qui est de la question nationale que vous avez évoquée, des provinces méridionales récupérées. C'est un dossier qui a marche forcée dans un contexte international difficile. Tout le monde a en mémoire un certain nombre de situations que nous avons connues, etc. Maintenant est en voie de finalisation définitive. Il est pris en charge par le Conseil de sécurité sur la base de résolutions de référence dans la 2797 du 31 octobre dernier. Ça va être consacré sur la base d'un processus de négociation et de la prise en compte du projet marocain d'autonomie qui avait été déposé en avril 2007 comme base de règlement. Je crois que ça, c'est un des grands acquis historiques des 27 ans de règne. Absolument, acquis historique. Et puis, sur le changement d'échelle, effectivement, c'est un changement d'échelle aussi dans ce dossier du Sahara. Et aussi pour les années à venir, on passe à une autre échelle, c'est Aziz Daouda. Comment vous les voyez, ces 10 prochaines années? D'abord, je pense que ça va être des années fastes. Oui. Parce que tout laisse entendre que la croissance va continuer de plus belle. Effectivement. Et pratiquement tous les indices sont en train de s'améliorer sur le plan de la santé, sur le plan... Si on est à 97%, il reste 3% pour la couverture. C'est quoi 3% finalement? Vous voyez, si on est à pratiquement 1,5 million d'étudiants, moi je pense qu'on va passer rapidement à 2 millions ou 3 millions d'étudiants. Mais le problème, c'est que où les employer par la suite, quoi en faire, etc. etc. Donc, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes un pays assez vaste sur le plan géographique, mais nous avons une population assez réduite. Nous ne sommes que 36 millions sur le territoire national. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour faire de l'économie de consommation le véritable moteur. C'est pour ça que nous sommes obligés d'exporter. Bon, et donc, il y a les indices qui vont s'améliorer. Bien évidemment, le PIB va s'améliorer. Le PIB par habitant va probablement atteindre les 8 000 ou 9 000 $, sinon 10 000 $ dans les prochaines années. Ça dépendra du gouvernement, notamment. Écoutez, alors justement, c'est à ça que je veux en venir, c'est que nous avons aujourd'hui, nous sommes en face ou dans une situation charnière entre ce que nous avons été et ce que nous allons devenir. Et justement, les 3 années qui nous séparent déjà de ce projet, de ce grand projet Coupe du Monde que nous avons entrepris, et puis par la suite, surtout après, c'est qu'il va falloir consolider certains indices. Que nous sommes en train de... Nous sommes passés de 400 km d'autoroute à 1000 et quelques 1800 km, etc. Il va falloir consolider cette politique de façon à ce que ça continue, qu'il n'y ait pas essoufflement après 2030. Et en cela, faisons confiance aux politiques marocains, aux jeunes qui vont prendre les rênes du pays dans les années à venir, et notamment après 2030, pour que cette dynamique ne soit pas interrompue. Qu'au contraire, elle soit accélérée, parce que nous avons tous les atouts pour devenir demain, à l'échéance 2050, un pays quasiment plus émergent, mais un pays développé. Un pays développé et qui a sa place
dans le concert des nations, Hafed Boutal. Justement, Une puissance civilisationnelle. Et, une puissance et je rejoins civilisationnelle, ce concept de qu'il a toujours été d'État depuis 12 civilisation. siècles aujourd'hui. Tfaddala, si- Sa Majesté, Hafed Boutal. depuis 1999, il a trouvé un Maghreb désintégré. Justement, vous parliez de marché à 36 millions d'habitants, où on aurait espéré ce marché de 100 millions d'habitants. On nous empêche de l'avoir. Et pourtant, on a pu... Qui ont Les dirigeants d'Alger, malheureusement. Précis, il faut le dire. Et malgré cela, Sa Majesté a réussi à créer de la croissance grâce aux institutions, au fonctionnement institutionnel, au respect de ces institutions. On a navigué dans un climat difficile. Nous perdons au moins 2 points. À cause du non-Maghreb, c'est la seule région au monde non intégrée. Donc on ne peut pas être jugé comme les autres qui ont accès à des marchés avec des accords de libre-échange de pays à proximité. C'est très différent, c'est un contexte très différent. Pourtant, on a réussi à enregistrer des points de croissance. On a navigué dans un climat instable, rappelons, les printemps arabes, l'instabilité. Pourtant, là-dessus, le Maroc, et c'est pour ça qu'il y a un changement de dimension. Le Maroc a prouvé qu'il avait ses propres règles, ses propres logiques, qui n'obéissait pas à ces logiques importées. Et ça, c'est très important. Il y a eu aussi ce contexte difficile de lutte contre le terrorisme, de mise au banc de l'islam. Et là-dessus, on a vu que le Maroc a, tout en apportant dans cette lutte contre le terrorisme, a continué à œuvrer pour le dialogue des civilisations et pour l'importance de l'islam dans ce dialogue des civilisations. Il y a eu aussi toute cette image, ce discours misérabiliste auquel vous avez fait référence, que l'on trouvait systématiquement sur le Maroc. Eh bien, au contraire, aujourd'hui, on célèbre le Maroc, on est heureux de ce pays. On a vu les Marocains en 2022 au Qatar, en 2026. C'est une nouvelle donne de comment on nous voit plus positivement dans le monde. Ça aussi, c'est un acquis du règne de Sa Majesté Mohamed VI. Et il faut le dire, avec cet esprit fair play, juste phénoménal des fans marocains qui sont les véritables ambassadeurs du royaume, que ce soit au Qatar ou aux États-Unis. Tarbiyat al-Moulouk. Quel concept. Quel concept, et c'est avec cela que cette émission touche à sa fin. Merci pour cette belle conclusion. Si Aziz Daouda, encore une fois, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous aussi, Mustafa Sahimi. Merci à vous. Merci Hafed Boutal, Plaisir. toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.